Donc, on va commencer notre séance d'entretien d'embauche. Déjà, quand vous préparez un dossier de candidature pour occuper un poste d'emploi, vous avez la lettre plutôt la demande, la lettre de motivation, le CV. Et si votre dossier candidature est retenu, on vous appelle pour un entretien d'embauche. Donc, une fois on est appelé pour un entretien d'embauche, un ensemble de questions commence à se poser. Comment puis-je réussir mon entretien d'embauche? Quelles sont les questions susceptibles d'être posées dans cet entretien d'embauche? Qu'est-ce que je dois faire avant? Qu'est-ce que je dois faire pendant l'entretien d'embauche? Et est-ce que je suis censé faire quelque chose après l'entretien d'embauche? Donc, cette séance-là de l'entretien d'embauche, elle est faite dans ce sens-là pour répondre à ces questions. D'abord, je dois vous indiquer que le fait de travailler sur cette séance d'entretien d'embauche, ce n'est pas principalement dans l'objectif de trouver un emploi, mais aussi parce que je sais que pas mal d'entre vous travaillent déjà et est censé un certain jour faire partie d'un jury de recrutement. Donc, ils doivent savoir, ou bien vous devez savoir comment se passe un entretien d'embauche, quelles sont les étapes par lesquelles on passe un entretien d'embauche, et pour faire un bon membre de jury et pour pouvoir réussir à embaucher la bonne personne qui va travailler avec vous. Donc, comme je l'ai dit hier, c'est une personne qui va passer avec vous beaucoup de temps, c'est-à-dire 8 heures par jour, durant des années et des années. Donc, si vous n'arrivez pas à choisir la bonne personne pour le bon poste, donc ça va vous poser beaucoup de problèmes par la suite. Donc, dans ce sens-là, si vous travaillez pas, donc chacun va voir en ce cours-là quelque chose de son intérêt. Et surtout pour les personnes, comme je viens de le dire, qui travaillent déjà, ils sont censés connaître comment on passe un entretien d'embauche. Déjà, comme je viens de le dire, comment on passe un entretien d'embauche? Un entretien, il se passe en 3 étapes. Premièrement, il y a l'étape de la présentation, l'étape de la motivation et l'étape de ce qui est technique et psychotechnique. Voilà, quand on parle de l'étape de la présentation, dans la plupart des entretiens, on vous dit présentez-vous. Certains candidats disent beaucoup de choses, tout ce qui est utile et n'est pas utile dans la présentation. Et d'autres ne savent rien à dire, juste ils vous disent bonjour, je m'appelle Flan, j'ai 24 ans, j'ai un master en X, voilà, et ils terminent. Donc, il faut savoir quoi dire dans sa présentation. Donc, premièrement, dans la présentation, elle comporte aussi 3 éléments principaux. Premièrement, il y a l'état civil. Et quand on dit l'état civil, c'est juste votre nom, prénom, âge et origine. Donc, je répète, pour l'état civil, vous donnez votre nom, prénom, votre âge et votre origine, c'est-à-dire la ville là où vous habitez ou votre origine. Puis, vous passez aux formations et diplômes. Comme on l'a mentionné dans le CV, dans la partie formation et diplômes, on commence par ces diplômes, bien sûr par ordre antichronologique, c'est-à-dire du diplôme, voilà, pardon, c'est un ordre chronologique. Vous commencez par votre bac, ensuite vous passez à votre licence et par la suite vous passez à votre master. Par la suite, vous commencez les formations que vous avez faites. C'est toute formation que vous avez eue, une formation en informatique, une formation, donc toute formation certifiante que vous avez. Et puis, vous passez à vos expériences professionnelles, si vous avez déjà travaillé ou si vous avez des stages. Bien sûr, donc dans les expériences professionnelles, il y a le travail que vous avez déjà exercé, donc, ou bien l'ensemble des expériences où vous avez eu un emploi, et par la suite, vous passez à vos stages. Parce que ce qui est important d'abord, c'est vos expériences en tant que salarié. Par la suite, vous passez à vos stages. Et surtout, si vous avez un stage qui correspond au poste demandé. Peut-être que vos expériences professionnelles ne sont pas très
en corrélation avec le poste demandé, mais peut-être que vous avez un stage quelque part qui a une relation, donc il faut le valoriser, il faut le dire, il faut y insister. Donc, je reviens à dire, par exemple, je pourrais vous faire une petite simulation de la présentation. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mohamed Amin, j'ai 26 ans, je suis originaire de la ville de Vnimlen. Après avoir eu mon baccalauréat en sciences physiques et chimie en 2012, j'ai choisi d'intégrer la faculté des sciences économiques pour préparer une licence en sciences économiques et gestion. Après avoir obtenu ma licence en sciences économiques et gestion, j'ai suivi ma formation en intégrant un master comptabilité, banque et logistique. Après avoir obtenu mon master, j'ai pu avoir une expérience professionnelle d'une année au sein d'une agence bancaire où j'ai occupé le poste d'agent commercial. Durant mes expériences, ou bien durant cette expérience professionnelle, j'ai pu acquérir plutôt les compétences professionnelles suivantes, à savoir l'accueil des clients, gestion de caisse, prospection de clients, etc. Et aussi, j'ai eu l'occasion d'avoir des stages relatifs au poste que vous proposez, à savoir un stage que j'ai fait lors de mon stage de fin d'études en master et que j'ai, par exemple, passé dans dans une banque, par exemple, ou dans une agence de tourisme, etc., où j'ai pu avoir les compétences professionnelles suivantes. Voilà, donc j'ai essayé ici de vous faire une petite simulation, c'est-à-dire aléatoire, pour pouvoir vous montrer comment se passe la première présentation. Par la suite, on passe à la deuxième étape, c'est l'étape de la motivation. Donc, qu'est-ce que c'est que la motivation? La motivation, la plupart du temps, on cherche à vous poser deux questions. La première question, elle est d'ordre global, et une deuxième question, elle a un ordre plutôt spécial ou bien spécifique. Je dirais par exemple quelqu'un qui a voulu travailler dans une agence bancaire. Ils vont lui poser la question pourquoi vous avez choisi le secteur bancaire, et par la suite on va lui poser la question pourquoi vous avez choisi notre banque. Voilà. Pourquoi vous avez choisi le secteur de l'automobile? Pourquoi Renault? Pourquoi vous avez choisi le secteur de l'aéronautique? Pourquoi la société Excel? Pourquoi vous avez choisi le secteur de tourisme? Pourquoi notre hôtel? Donc là, toujours, on passe du plus général vers le plus particulier. Donc, la question est comment je pourrais répondre à ces questions-là. D'abord, passons par la première question qui concerne le fait de répondre à la première question, à savoir pourquoi vous avez choisi ce secteur. D'abord, pourquoi j'ai choisi ce secteur? Parce que c'est un secteur. Il faut valoriser le secteur. Il faut parler du secteur et non pas de vous. Et par la suite, quand on vous demande pourquoi vous voulez travailler dans notre agence, il faut parler de votre profil. Pourquoi vous voulez travailler dans notre agence bancaire? Parce que, ou bien, parfois on vous dit pourquoi vous avez choisi ce poste. Donc là, vous parlez de vous et de votre profil. Parce que j'ai une formation économique, parce que j'ai fait plusieurs stages dans les banques, parce que j'ai acquis plusieurs compétences professionnelles qui ont une relation étroite avec le domaine de votre travail. Voilà, donc si on vous pose la question sur le secteur, il faut valoriser le secteur. Si on vous pose une question sur le poste ou bien l'agence, il faut parler de vous et comment votre profil correspond à l'agence, au travail de l'agence et au poste proposé. Et par la suite, une fois on termine les motivations, on passe à la troisième étape qui concerne le technique
et le psychotechnique. Donc, comme on dit, le technique et le psychotechnique, la plupart du temps, c'est la partie qui fait la différence entre les candidats. Les situations techniques, en ce moment-là, on passe au travail que vous allez effectuer. D'accord? Par exemple, vous voulez travailler dans une agence bancaire, on commence à vous poser des questions directes qui ont relation directe avec le poste que vous allez occuper. Quels sont les types de chèques? Quelle est la différence entre un chèque et une traite? Qu'est-ce qu'un chèque barré? Qu'est-ce qu'un chèque endossable, non endossable? Comment vous allez gérer une situation, par exemple, de problème dans l'agence bancaire? Si jamais le taux, est-ce que vous pouvez par exemple nous calculer la mensualité d'un demandeur de crédit par exemple avec un taux d'intérêt de 7% lors d'une année. Donc l'essentiel, on vous met dans le bain. D'accord? Et surtout que parfois, il y a des personnes qui passent un entretien et qui sortent et vous disent moi, j'ai passé un entretien très bien, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai eu aucun problème. Un autre qui pourrait vous dire ah bon, l'entretien, il était vraiment difficile, on m'a passé du tamis, bien au tamis, j'ai eu beaucoup de questions difficiles et vraiment, on m'a passé un entretien très difficile. Et par la suite, c'est celui qui vous dit que l'entretien est difficilement passé qui réussit, alors que l'autre qui vous dit que j'ai répondu à tes questions, etc., et il ne réussit pas. Pourquoi? Parce que parfois, on arrive juste à cette étape de la motivation et on s'arrête. Parfois, on s'arrête avec quelqu'un juste à la présentation. Lorsqu'on réalise que cette personne n'est pas la bonne personne, qui s'exprime mal, qui répond toujours à côté de la plaque, comme on dit, on s'arrête, on dit bonjour, donc bon courage, monsieur. Avec quelqu'un, on peut arriver jusqu'à la motivation et on peut lui dire bon courage. Et quelqu'un qui nous paraît que c'est un bon élément et c'est quelqu'un qui mérite d'occuper le poste, parfois on va avec lui ou bien on va avec lui jusqu'à la fin de l'entretien. C'est-à-dire, on cherche à le tester, à voir vraiment que c'est une personne qui mérite d'occuper le poste. C'est pourquoi on est très exigeant avec lui lors de l'entretien. Voilà, donc il ne faut pas penser que lorsque vous passez un entretien difficile, que vous perdez la chance d'avoir le poste. Mais au contraire, de plus votre entretien est difficile, de plus le jury, il voit en vous la bonne personne et il cherche à voir est-ce que vous êtes vraiment la bonne personne qu'il cherche. Et par la suite, on passe au côté donc psychotechnique. C'est parfois quelques questions psychologiques qu'on vous pose pour tester votre réaction, comment vous allez réagir lors de certaines situations ou de problèmes lors du travail. Donc là, j'ai essayé de vous expliquer grosso modo les trois étapes de la passation de l'entretien, que ce soit en tant que candidat à occuper un poste ou en tant que salarié à passer un entretien à des candidats dans l'avenir. Donc, jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions pour passer à autre chose? Non, non, monsieur. Très bien. Donc, voilà. Normalement, un entretien, c'est une relation d'échange au cours de laquelle différentes logiques peuvent être présentes. Un entretien a pour but de vérifier en quoi et comment les compétences du candidat sont à même de répondre au poste à pourvoir. Il y a plusieurs types d'entretiens. Donc, il ne faut pas penser que toujours vous serez face à une seule personne, ou bien face à trois personnes. Donc, ça dépend. Parfois, vous pouvez passer un entretien collectif et par la suite un entretien individuel. C'est que parfois, lors des recrutements, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On fait, si on a par exemple deux, trois candidats, on fait entrer tout le monde, on commence avec eux un premier débat et par la suite, on
passe à un entretien individuel. L'essentiel, c'est qu'il y a différents types d'entretiens. Il y a l'entretien à deux, en face à face, donc vous le connaissez déjà. C'est la forme la plus fréquente que vous pouvez rencontrer. Votre interlocuteur discute avec vous en face à face durant un temps variable, généralement moins d'une heure. Et puis, l'entretien face à un jury. La plupart du temps, le jury est composé de 2 ou 3 personnes. Votre supérieur hiérarchique, votre responsable RH et parfois c'est le PDG de l'entreprise ou bien de la société. Et chacun vous pose des questions selon sa spécialité. Par exemple, votre supérieur hiérarchique, il vous pose des questions sur tout ce qui est technique. C'est-à-dire, il va savoir que vous serez une personne opérationnelle et qui sait vraiment maîtriser toutes les situations de travail qu'il va affronter. Le responsable RH, c'est quelqu'un qui discute avec vous la plupart du temps, votre contrat, le salaire, etc. Et le PDG de l'entreprise, ou bien le directeur de l'entreprise, parfois, il est là pour superviser, pour voir juste dans l'ensemble, est-ce que vous êtes la bonne personne pour lui. Puis, l'entretien multiple. Qu'est-ce que c'est qu'un entretien multiple? On vous propose dans la même journée de rencontrer successivement différents interlocuteurs, puis on vous informe qu'une réunion de concertation aura lieu et qu'une décision finale vous sera communiquée. C'est-à-dire que, surtout par exemple, pour les personnes qui passent des entretiens pour devenir des délégués médicaux, ou pas uniquement pour ce poste, pour plusieurs postes parfois, au lieu de vous faire un jury composé par ces 3 personnes que je viens d'expliquer, votre responsable hiérarchique, le responsable RH et le directeur de l'entreprise, vous passez un entretien avec chacun dans son bureau. Donc, vous passez avec le premier responsable un entretien. Si vous arrivez à le convaincre, il vous passe chez le directeur des ressources humaines. Et si vous réussissez avec le directeur des ressources humaines, vous passez voir le directeur général. Donc, ce sont 3, par exemple, réunions successives que vous pouvez passer lors de la même journée, comme vous pouvez le passer en journées différentes. Et puis, l'entretien collectif, c'est le type d'entretien le plus difficile à gérer. Pourquoi? Parce que normalement, c'est un entretien qui vise à vérifier votre capacité à vous insérer dans un groupe et voir quel rôle vous y tenez. C'est-à-dire, vous êtes par exemple 5 candidats, on vous fait entrer tous ensemble, on vous pose des questions et on essaie de voir qui va se démarquer par rapport aux autres et comment il va se démarquer. Donc là, c'est un entretien un petit peu qui reste un petit peu difficile. Puis, il y a le recrutement téléphonique. Je pense que vous le connaissez tous. Et si jamais vous serez un recruteur, il faut penser à ce type de recrutement. Il est très intéressant et il commence à devenir très répandu dans les entreprises maintenant et surtout dans les banques. Au lieu d'appeler un grand nombre de personnes à passer l'entretien d'un seul coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un premier filtre, c'est-à-dire on fait des appels téléphoniques et on cherche à distinguer est-ce que cette personne-là, c'est une bonne personne pour nous déjà, ou bien est-ce que la personne, elle manifeste déjà un minimum de compétences et de niveau, etc. Sinon, voilà, sinon on écarte déjà le pourcentage pour minimiser le nombre nombre de personnes qui vont venir passer l'entretien. Le problème de l'entretien téléphonique, c'est que on peut vous appeler à un moment où, par exemple, vous n'êtes pas vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas répondre aisément, ou vous trouvez dans un café ou dans un endroit bruyant, etc. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut être vigilant quand on est à la recherche d'emploi. Si on ne connaît pas par exemple, un numéro de téléphone, etc., il faut se déplacer vers un endroit calme pour répondre aisément. Donc, les comportements éliminatoires à éviter,
Les comportements éliminatoires, ce sont les comportements, c'est de mentir, c'est-à-dire de mentir, c'est parfois tout en essayant de montrer que vous êtes, bien de parler de certaines compétences que vous n'avez pas, parler par exemple de certaines expériences que vous n'avez pas, c'est-à-dire de chercher à se valoriser à travers des choses que vous n'avez pas, parce que parfois on vous pose certaines questions à travers ce que vous dites et parfois on tombe dans des situations embarrassantes. Arriver en retard à un entretien, arriver dans une entreprise et commencer à inspecter les locaux, saluer toute personne qui vous croise dans l'entreprise, jeter un coup d'œil sur les documents posés sur le bureau de votre recruteur. Il ne faut pas tout guetter. Ne pas être négativement curieux. Donc, il ne faut pas être trop curieux, à savoir à poser des questions sur des choses qui ne vous concernent pas, etc. Donc, avant de partir, passer un entretien d'embauche, il faut se poser la question, qu'est-ce que l'employeur cherche? À travers le fait de répondre à cette question, je vais essayer d'anticiper la situation. Je pourrais me mettre à la situation du recruteur. Qu'est-ce que je vais chercher en tant que recruteur chez mon candidat? Donc, il y a 5 points essentiels que cherche tout employeur. C'est d'abord avoir les informations complémentaires sur le candidat et mieux le connaître, et aussi mieux comprendre la lettre de motivation et le CV du candidat, s'assurer des compétences dont dispose le candidat pour valablement occuper le poste. Ça, c'est très, très important pour les recruteurs. Ils cherchent, est-ce que vous disposez déjà d'un ensemble de compétences demandées, requises pour occuper le poste. Par exemple, vous voulez travailler en tant que logisticien, alors que vous ne maîtrisez rien dans la logistique. Donc, on ne peut pas vous recruter, tout simplement. Donc, si je veux occuper un poste, c'est que je dois d'abord être capable d'exercer et d'exécuter l'ensemble des tâches relatives à ce poste. Et plus principalement, si vous voulez, comme je viens de le dire hier, il faut chercher des fiches de poste sur Internet pour pouvoir bien se préparer à un poste. Comprendre l'intérêt du candidat pour le poste et surtout pour l'entreprise, et aussi apprécier sa motivation, sa présentation et sa vivacité d'esprit. Pour le candidat, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à se valoriser, à se vendre et démontrer sa capacité à occuper le poste. Ça, c'est un. Puis évaluer l'intérêt du poste par rapport à ses aptitudes, ses goûts, sa recherche professionnelle. Et aussi vérifier que l'organisation, les méthodes de travail, l'ambiance, le poste correspondent aussi à ses attentes. Par exemple, quelqu'un qui a un master, ce n'est pas quelqu'un qui va quand même occuper un poste qui demande un bac+2 quand même. Sauf si jamais il ne trouve aucun emploi, ou il trouve beaucoup de difficultés, mais quand même, il faut se valoriser et chercher, et qui cherche trouve. Donc, je vais passer aux formes de l'entretien d'embauche. On a parlé des types. Pour les formes, on a 6 formes de l'entretien d'embauche. Il y a le classique, l'agressif, le technique, le relax, l'entretien online, l'entretien apéro. Donc, je reviens à expliquer. L'entretien classique, c'est un entretien qu'on passe, que ce soit en face-to-face ou bien face à un jury. Donc, c'est l'entretien normal que peut passer toute personne pour occuper un poste. Il y a l'entretien agressif. Cet entretien agressif, c'est un entretien plutôt qui cherche à tester la capacité d'un candidat à absorber le stress, la pression du travail, etc. Surtout si une personne qu'on cherche et qu'il va ou bien la personne qu'on cherche va occuper un poste où il y a des travaux vraiment stressants, il va travailler sous la pression, etc. Donc, on va tester est-ce que cette personne va pouvoir passer cet examen-là. Aussi, le technique, parfois, vous passez un entretien, on ne vous demande ni une présentation, ni rien.
on vous passe directement à un atelier ou à un poste de travail, on vous met dans des situations techniques de travail, on vous demande de résoudre certaines situations problématiques de travail. L'entretien technique, c'est la plupart du temps un entretien que passent certaines personnes qui ont des diplômes en tout ce qui est technique, c'est-à-dire en électromécanique, en électricité, en ingénierie de fabrication de quelque chose, etc. Il y a aussi l'entretien relax, bien le relax. Qu'est-ce que c'est que le relax? C'est un entretien normalement qu'on pourrait passer avec une personne qui est expérimentée, qui a une grande expérience. Le relax, donc on invite quelqu'un, on s'installe avec lui sur des fauteuils, on peut lui offrir quelque chose à boire parce que son niveau, son diplôme ou bien ses expériences, etc., ne lui permettent pas de passer un entretien classique. Et puis, il y a l'entretien en ligne. Donc, vous le connaissez, c'est un entretien qu'on passe en visioconférence. C'est un entretien qu'on peut passer via les plateformes maintenant qui sont très multiples, via Skype, via WhatsApp, etc. Et cet entretien, la plupart du temps, c'est suite soit à des conditions comme le confinement d'aujourd'hui, soit des conditions de distance. Il y a l'entretien apéro. Qu'est-ce que c'est que l'entretien apéro? C'est un entretien qu'on passe avec une personne qu'on invite parfois à une petite, par exemple, à un pot, à une petite fête, par exemple, lors de l'inauguration, par exemple, d'une agence, etc. On invite un ensemble de personnes et s'il y a quelqu'un qui travaille avec un concurrent, on peut l'inviter à cet apéro et au cours de cet apéro, on peut lui proposer un poste et un salaire. Voilà, donc on a pu voir que lors des types des entretiens d'embauche, on a vu qu'il y a deux types. Un qui est individuel, que ce soit face-to-face, en chaîne ou face à un jury, ou bien un entretien collectif, que ce soit la réunion ou le débat. Donc, le débat et la réunion, ce sont des réunions collectives. Quand on parle de la réunion débat, c'est que c'est un entretien collectif. On fait entrer, comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche, on a un ensemble de candidats avec un recruteur. On les fait entrer tous ensemble. On leur pose une question, un sujet. Parfois, on leur dit comment on peut développer un service qui a un problème X. Et on cherche comment chacun va se défendre, comment chacun va donner son point de vue et on choisit une personne qui va se démarquer par rapport aux autres. Par rapport à l'entretien de droite, première réunion, pardon, c'est une réunion, bien c'est un entretien, on a un ensemble de personnes, une dizaine de personnes par exemple, avec qui on passe une première réunion à l'amiable, on discute, et même les candidats parfois ne s'aperçoivent pas vraiment qu'ils passent un premier entretien. Et par la suite, il y a une personne qui arrive et qui choisit ou bien qui dit 3 personnes sont sélectionnées pour passer la dernière étape de l'entretien. Pour les autres, ils peuvent partir. Donc, c'est ce qu'on appelle la première réunion qui permet de sélectionner 3 ou 2 candidats parmi un ensemble pour passer une dernière étape d'entretien. Les styles de l'entretien, donc on a parlé des types de l'entretien, des formes de l'entretien et les styles de l'entretien maintenant. Les styles de l'entretien d'embauche, il y a le style directif, semi-directif et non directif. Quand on parle du style directif, c'est un style où on pose des questions directes, où vous répondez par des réponses, la plupart du temps, oui ou non. Vous êtes marié, oui ou non. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, oui ou non. Vous habitez sur la ville, oui ou non. Vous avez déjà travaillé, oui ou non. Vous acceptez un contrat d'une année, oui ou non.
vous acceptez un salaire de X dirhams, oui ou non? Et on continue comme ça. Donc, c'est un entretien directif. Le semi-directif, c'est le classique. On vous pose des questions qui sont directes et des questions aussi qui sont indirectes. Et le non-directif, c'est un peu aussi difficile. C'est la plupart du temps, on a un grand nombre de candidats. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait entrer un par un et on lui demande de prendre la parole. Bonjour monsieur, vous avez la parole, allez-y. Sans avoir à vous poser des questions. C'est ici où intervient l'importance du schéma que je vous ai proposé, bien expliqué au début. La présentation, la motivation, le technique et le psychotechnique. Donc, si vous avez déjà une idée sur le canevas de passation dans l'entretien, vous passez prendre la parole, vous pouvez prendre la parole et vous passez sur l'ensemble des étapes. Donc, vous savez que les étapes de l'entretien d'embauche, il y a aussi avant, pendant et après l'entretien d'embauche. Qu'est-ce que je dois faire avant? Qu'est-ce que je dois faire pendant l'entretien? Et qu'est-ce que je dois faire après mon entretien? Jusqu'à présent, est-ce que vous avez des questions? Oui ou non? Non. Non. Donc, vous m'entendez très bien, il n'y a pas de problème de connexion? Non, c'est très bien. Oui. Donc, quand on dit avant l'entretien, il faut d'abord étudier les différentes questions qui peuvent être posées. Il faut maîtriser son CV, il faut le relire. Il faut préparer vos points forts et vos points faibles, chose qui est très importante. Parce que parfois, quand on vous pose une question sur vos points faibles, ça devient embarrassant. Proposer une liste de questions à poser sur l'entreprise. Et il faut avoir donc une connaissance de l'entreprise, une connaissance du poste et de ses exigences, et une mise en valeur de votre potentiel en regard du poste que vous pouvez occuper. Et il faut s'entraîner à la maison, pas à travers sa présentation, etc. Donc, avant l'entretien, toujours, il faut s'informer sur l'employeur, sur le poste, sur le lieu de l'entretien, sur la durée de l'entretien, la tenue vestimentaire adéquate à porter, etc. Pendant l'entretien, donc il faut arriver à l'heure donnée par l'employeur, il faut arriver de manière présentable devant l'employeur. Donc, quand on dit présentable, c'est vestimentaire adéquat, maquillage léger pour les femmes, bien maquillage discret, des vêtements où on peut se sentir à l'aise, ne pas stresser, montrer aussi qu'on est motivé. Voilà, et aussi, donc après l'entretien, donc il y a certaines personnes qui pensent qu'une fois l'entretien passé, il ne doit faire aucune réaction. Non, il faut d'abord faire le point sur l'entretien et vos performances. Il faut chercher qu'est-ce que vous avez, bien, quelles sont les questions auxquelles vous pensez que vous avez bien répondu et les questions qui vous paraissent où vous n'étiez pas vraiment convaincant. À quelles questions avez-vous le mieux répondu? Avez-vous réussi à poser les questions que vous souhaitiez? Et si l'entreprise ne vous contacte pas dans le temps qu'elle avait précisé, n'hésitez pas bien sûr à la recontacter. Vous montrerez également votre intérêt et votre motivation. C'est-à-dire, j'ai passé mon entretien d'embauche. Une fois j'arrive à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rédiger un petit message, un email. Bonjour, j'aimerais juste vous remercier pour votre bon accueil et les bonnes conditions dans lesquelles est passé mon entretien. Cordialement. Et voilà, donc vous donnez une bonne impression de vous et vous montrez que vous êtes une personne vraiment professionnelle. Et voilà, quoi faire, quoi ne pas faire, dans quelle tenue choisir. Toujours cette question se pose avant l'entretien d'embauche. Pour répondre à la question, donc le vestimentaire doit être
Le vestimentaire, il est très expressif parce que il représente votre manière de penser, votre personnalité aussi. Donc, la manière avec laquelle vous vous habillez, elle reflète une idée sur vous. Donc, il faut éviter à être excentrique, éviter tout ce qui est mode, etc. Et aussi, quand on parle du vestimentaire, il faut penser à être le plus à l'aise et aussi classique. Et la question, ou bien la réponse à la question comment je vais me vêtir lors de l'entretien d'embauche, si je vais occuper un poste de service, c'est que les vêtements que je vais porter au travail, ce sont les vêtements avec lesquels je pourrais aller à mon entretien d'embauche. Mais je ne parle pas, bien sûr, de quelqu'un qui va occuper un poste de technicien. Il ne va pas, bien sûr, aller avec une blouse. Mais je parle de quelqu'un qui va occuper un poste de service. Il doit aller au travail avec les vêtements qu'il va porter lui-même à l'entretien. Donc, à l'attente, bien sûr, parfois, on vous demande d'attendre avant de passer votre entretien. Il faut savoir qu'il y a des caméras partout. On vous fait entrer parfois par exprès d'attendre 15 minutes ou 20 minutes et même plus pour voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous êtes quelqu'un de patient? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'impatient? Et on vous guette, on vous observe en cette situation d'attente pour voir comment vous réagissez. Et voilà, donc le corps de l'entretien, il faut soigner sa posture lors de l'entretien. Parfois, quand on est dans certains entretiens, les candidats, parfois, au cours de l'entretien, et au fil des choses, et au fil du temps, je voulais dire, ils s'oublient et se mettent dans des postures vraiment qui ne sont pas très, très professionnelles. Il faut soigner sa voix, il ne faut pas parler d'une voix trop rapide, pas trop basse, ou bien pas trop haute, pas trop basse, pas trop rapide, pas trop lente. Il faut que votre voix soit audible pour le jury. Parfois, on reçoit des candidats sous stress et qui n'arrivent pas à s'exprimer. En plus, ils parlent d'une voix très basse, on n'arrive pas à les entendre. Il faut utiliser ses mains aussi d'une manière très modérée. Il ne faut pas trop tomber dans la gestuelle. Il faut que votre non-verbal complète, bien sûr, votre verbal. Et par la suite, donc, je dirais qu'il faut maîtriser ses émotions et aussi ses expressions. Et surtout, dans la salle d'attente, comme vous pouvez le voir, il faut tâcher à faire attention à ce que vous faites sur votre siège. Donc, quand on est sur un entretien d'embauche, donc ici, il y a certaines expressions faciales. Ici, on a Obama, qui est dans une expression de fatigué, état normal, état déçu, état joyeux, état pensif, état en colère, état triste. Et on a Poutine qui est en état de fatigué, normal, déçu, joyeux, pensif, en colère et triste. Donc, qu'est-ce qu'il faut être dans un entretien d'embauche? Est-ce qu'un Obama ou un Poutine? Un Poutine. Non, bien sûr. Comment? Je pense à un Obama. Oui, Mais il ne faut pas être déçu. Les autres? Poutine? Je pense Poutine. Poutine. Regardez, ni Poutine, ni Obama. Il faut être soi-même. Est-ce que vous pensez est-ce que cette expression d'Obama est normale, de se présenter comme fatigué, comme déçu, comme trop joyeux, comme en colère, comme triste? Est-ce que vous Il pensez faut rester normal. oui, est-ce qu'il faut être comme ça dans la même posture durant tout l'entretien? Non. Normalement, il faut être soi-même
il faut éviter d'être sur le même état. Et il faut aussi éviter d'être sur des états de tristesse, de colère, etc. Il faut être normal. Si, par exemple, le jury, par exemple, il rit pour quelque chose, vous pouvez rire avec. Pardon, vous pouvez rire avec. Donc, il faut être dans la situation et il faut éviter tous les états qui montrent un certain état psychologique de vous. Donc, voilà, donc les comportements éliminatoires. Donc, il faut éviter, bien sûr, d'arrêter ou bien parfois, il y a, lors de l'entretien d'embauche, parfois, il y a un membre qui vous pose une question et même avant de répondre à la première question, il y a un autre qui vous pose une autre question. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il ne faut pas prendre la parole et ne pas laisser l'autre s'exprimer. Il ne faut pas négliger la question de l'autre. Il faut toujours avoir un stylo et un papier devant soi pour noter les questions qu'on vous pose. On vous pose une question, une fois par exemple vous commencez à répondre et quelqu'un d'autre vous pose une autre question, vous la notez, vous dites au deuxième, excusez-moi monsieur, je réponds d'abord à la première question et je reviens vers vous, et comme ça vous restez très professionnel. Il faut éviter parfois, il y a dans certaines questions, on vous pose certaines questions qui sont embarrassantes. Il faut s'attendre à ça. Et parfois, on dit aux étudiants, écoutez, parfois, lors de l'entretien d'embauche, on pose certaines questions embarrassantes par exprès pour vous tester. Au l'entretien d'embauche, lorsqu'on pose une question embarrassante, l'étudiant, il rougit sur la place. Il réagit d'une manière inappropriée. Et vers la fin, on lui dit, donc voilà, vous avez terminé votre recrutement. On est désolé pour les questions dans lesquelles on a essayé de vous embarrasser un petit peu, mais c'était voulu, etc. Donc, ça fait partie du jeu. Et en ce moment-là, il se sent qu'il a perdu le jeu. Donc, il faut s'attendre à ces questions et aussi en même temps, il faut être prêt à ces questions-là. Donc, les questions qui peuvent être posées, bien sûr, la plupart du temps, c'est parlez-nous de vous, quels sont vos points faibles, vos points forts, pourquoi vous avez choisi cette formation, bien ce poste, etc. Donc, je vais m'arrêter sur la deuxième question, quels sont vos points faibles et vos points forts. Bien sûr, ici, il faut citer les points forts qui ont une relation directe avec le poste et il faut citer les points faibles qui n'ont aucune relation avec le poste. C'est ça la réponse. Donc, par exemple, on vous dit, vous voulez par exemple occuper un poste de directeur commercial et on vous dit quels sont vos points faibles. Bah, il faut citer, par exemple, j'ai une phobie des hauteurs. Ça n'a aucune relation avec le poste. Je suis sensible au comportement inhumain. Ça n'a aucune relation avec le poste. Donc, c'est bon maintenant? Monsieur? Oui, est-ce que ça va? Oui, monsieur, ça va. Mais c'est la réponse concernant la deuxième question. D'accord. Donc là, quand on vous pose une question sur vos points faibles et vos points forts, pour les points faibles, il faut répondre par une réponse qui n'a aucune relation avec le poste. Et pour les points forts, il faut citer les points forts qui ont une relation avec le poste. Donc, je répète, les points forts doivent avoir une relation étroite, directe avec le poste. Les points faibles ne doivent avoir aucune relation avec le poste. Par exemple, si on pourrait par exemple vous dire, vous pouvez par exemple répondre en matière de points faibles, j'ai une phobie des hauteurs. Ça n'a aucune relation avec le poste. Si par exemple vous voulez occuper un poste par exemple, d'un directeur commercial, je suis sensible au comportement inhumain. Ça n'a aucune relation avec le poste d'agent commercial ou bien de directeur commercial.
Voilà, donc l'essentiel, c'est ça. Préparer des points faibles qui n'ont pas une relation avec le poste et préparer des points forts qui ont une relation avec le poste. C'est bon? Est-ce que vous avez saisi la réponse? Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Donc, quelles sont les questions que je pourrais poser? Ici, on a un ensemble de questions. Les questions, donc, je vais vous poser ces questions et vous allez me dire est-ce que c'est bon de les poser ou non? Est-ce que c'est oui? Est-ce que non? Comment se déroule une journée type? Parce que parfois, le recruteur, il vous dit, ou bien il vous demande de lui poser une question, ou bien des questions. Hein? Donc là, comment vous allez, ou bien quelles sont les questions que vous pouvez poser? Si on vous dit par exemple, bien, est-ce que c'est acceptable de dire comment se déroule une journée type chez vous? Je ne sais pas si vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est qu'une journée type. Non. D'accord. Non, monsieur. Une journée type, normalement, c'est à quelle heure on entre au travail, à quelle heure on sort, est-ce qu'il y a une pause déjeuner, est-ce qu'il y a des pauses café, voilà, comme ça. Vous voyez? Donc, c'est Non, c'est pas cette question. Pardon? C'est bien de poser cette question parce que lui, il n'est pas encore accepté pour sortir l'heure et tout ça. Mais non, ça reste quand même acceptable. Pourquoi? Parce que ça montre que vous êtes intéressé et que vous voulez savoir à quelle heure entrer et à quelle heure sortir. C'est pas un problème pour organiser votre. Ça montre que vous êtes quelqu'un d'organisé. Ai-je bien compris Oui, exactement. ai-je bien compris ce que vous m'avez dit? Par exemple, une question comme ça. Vous avez et on vous a posé une question. On vous a posé une question. Par la suite, vous avez répondu à la question et vous voulez vous assurer que vous avez bien répondu à la question et vous dites, ai-je bien compris ce que vous m'avez dit? Est-ce que c'est acceptable ou non? Oui. Non, acceptable. Non, Oui, c'est normal. Non, non, c'est acceptable. C'est acceptable parce que vous voulez vous assurer que vous avez bien répondu à la question. C'est normal. bien, Euh, bien je- compris la question. Pardon? Parce que si vous allez poser cette question, le recruteur peut vous expliquer mieux. Oui, c'est ça, c'est ça. Troisième question, j'ai vu que vous aviez sorti un nouveau produit. Quelles sont vos ambitions? Oui ou non? Oui. Oui, bien sûr, c'est acceptable. C'est que vous allez montrer que vous suivez les nouveautés de l'entreprise et que vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est que vous montrez un certain intérêt vis-à-vis de l'entreprise. Quelles sont les possibilités d'évolution interne d'ici quelques années? C'est-à-dire, comment je vais m'évoluer dans votre entreprise? Oui ou Oui. non? Oui, bien sûr, ça montre que vous êtes quelqu'un de motivé, ça montre que vous êtes quelqu'un qui cherche à s'améliorer, à occuper d'autres postes, à rester avec l'entreprise, etc. Question suivante, la prochaine étape, c'est une rencontre avec le personnel. Dans le cas où on vous dit que vous allez passer un autre entretien, est-ce que vous pouvez poser la question, l'entretien sera avec qui? Non, je pense. Non, oui, on peut se poser cette question-là parce que vous allez montrer que vous allez vous préparer. Parce que si je passe un entretien avec le directeur, ce n'est pas comme l'entretien avec un RH. Donc, il faut se préparer à toute personne qui va vous passer l'entretien selon le poste qu'il occupe. Quel est le niveau de rémunération pour ce poste? Oui ou non?
Je pense que ça dépend de la personne que vous avez posé cette question à lui, parce que il y a des personnes qui peuvent accepter cette question. C'est normal. Mais est-ce que vous allez occuper un poste sans savoir, sans avoir une idée sur la rémunération, sur votre salaire? Non. Il faut savoir le salaire. Donc, c'est une question. Pardon? C'est une Madame? question acceptable. Oui, bien sûr, c'est une question acceptable et logique. Oui. Que pensez-vous de mon profil? Oui ou non? Oui. Je Que pensez- suis. que pensez-vous de moi? Hein? Donc, Je pense non, non, c'est pas une bonne question à poser. Quel sera le périmètre de mes responsabilités? que non. Si, c'est une bonne Oui, question. Il faut savoir là où se terminent vos responsabilités pour ne pas entrer sur ou bien empêcher les responsabilités des autres. Avec combien de personnes vais-je travailler? monsieur, tu as dépassé une question. Ah oui, pourquoi ce Quoi poste ça ce poste est disponible aujourd'hui? Oui ou non? Non, Non, c'est non, pas une bonne question. Non. Avec combien de personnes je vais travailler? Oui ou non? non. Oui, Non. oui, non. Bah, ça dépend de la situation, hein. Ben, ça donne pas vraiment de grandes informations. Bon, qui sera mon responsable? Oui ou non? Oui, Oui, bien sûr. Comment se déroulera mon intégration? Déjà, oui, oui. bah, attendez, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'une intégration de nouveaux salariés? Ça veut dire l'intégration avec le personnel de l'entreprise. Oui, oui, mais est-ce que vous avez une manière de faire pour l'intégration? C'est-à-dire, quand on veut intégrer un nouveau salarié, qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'intègre? Il passe par un stage, comme un stage avec un directeur, avec ما عرفتش شنو كيتسمى، نسيت السمية اللي كيتسمى، واحد البيرسون اللي كيبقى معاه حتى يعرف البيرسونيل. C'est un tuteur. C'est son tuteur. Donc, en tout cas, il y a plusieurs manières de faire. Il y a des entreprises qui ont un stage pré-embauche. D'accord? Ça, c'est une manière d'intégration. Il y a des entreprises qui vous font passer par tous les services. C'est-à-dire, avant d'occuper votre poste, vous passez par tous les services. Vous passez 3 jours, par exemple, dans chaque service pour connaître tous les services et connaître l'engrenage du travail de l'entreprise. Il y a d'autres entreprises, le jour de votre arrivée, le jour J, il y a un responsable qui vous accompagne juste cette journée-là, une seule journée où vous passez par l'ensemble des services. Donc, parfois, l'intégration, ça se passe par le fait de passer occuper son poste
et il y a une personne qui va vous accompagner quelques jours dans votre nouveau poste. Donc ici, je vous ai cité 4 ou 5 manières de faire. Est-ce que vous avez compris ces manières d'intégration? Monsieur, je viens de me souvenir du nom. Il s'appelle parent. Un parent. Soit un parent ou un tuteur, la même chose. Donc, il faut bien sûr identifier vos savoir-faire et vos qualités. Il faut s'informer sur l'employeur. Il faut avoir une préparation psychologique parce que parfois, c'est ce côté-là qui est vraiment déterminé et qui fait la différence entre les candidats. Quelqu'un qui est psychologiquement bien préparé, c'est quelqu'un qui passe, qui est réussissant, ou bien qui peut dépasser des situations de stress facilement lors de l'entretien. Il faut arriver confiant et positif dans votre entretien. Il faut valoriser ce que vous avez comme expérience professionnelle. Il faut valoriser ce que vous avez comme diplôme. Il faut valoriser ce que vous avez comme compétences techniques et aussi donc qualité personnelle et professionnelle. Donc voilà, il faut aussi s'informer sur les objectifs du recruteur. Il faut avoir une idée qui seront les membres de votre jury. Ici, on a un ensemble de questions qui peuvent être posées lors de l'entretien d'embauche. On vous dit bien sûr, parlez-moi de vous. Quel est votre job de rêve? Comment vous répondez à cette question? Être avec vous, bien sûr. Oui. Ou bien, vous pouvez viser un poste supérieur au poste que vous voulez occuper actuellement. Pourquoi avez-vous quitté? Donc, la plupart du temps, si vous avez déjà travaillé dans un poste, la question banale qu'on vous pose toujours dans un entretien d'embauche, on vous dit pourquoi avez-vous quitté votre poste précédent? Donc, il faut toujours préparer une réponse à cette question. Parfois, on peut répondre par tout ce qui est par la réalité. Il n'y a pas mieux que la réalité. Parce que mon contrat est terminé, parce que le salaire m'a été insuffisant, parce que les conditions de travail n'étaient pas vraiment propices, ainsi de suite. Donc, il faut chercher la réalité. Quelle est votre pire faiblesse? Donc, on a déjà parlé de ça. Quels sont vos points forts? Donc, on a déjà répondu à ça. Donc, les points forts, c'est toujours en relation avec le poste. Et les points faibles, doivent ne pas avoir de relation avec le poste. Que savez-vous sur notre activité? C'est là où l'importance de la préparation préalable de l'entretien et comment il faut avoir des informations sur l'entreprise avec laquelle vous voulez travailler. Et aussi, pourquoi devrions-nous vous embaucher? Comment vous répondez à cette question? Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Pourquoi, par exemple, Ikram et non pas une autre? Pourquoi Hiba? Pourquoi Shema? Pourquoi Anas et non pas une autre personne? Par la compétence. هما اللي غادي يحددوا non? Anas, je vous entends mal. Oui, monsieur. Vous pouvez vous pouvez répéter votre question, votre réponse? Oui, monsieur. قلت لك بالنسبة اللي تيدير لا ديفيرونس ما بين لي كونديدا هو لي كومبيتونس ديالو ولا مانيير دو جيري لو ستريس. Donc, comment vous répondre à cette question? مسيو نقدروا هنا نهضروا على لي كاليتي. Voilà, c'est ça. Qualité professionnelle. Voilà, il faut parler de ses qualités personnelles et professionnelles. Et il faut montrer vers la fin que vous êtes il faut dire que parce que j'ai les compétences personnelles et professionnelles requises pour le poste et je pense que je suis la bonne personne pour occuper le poste. Il faut se valoriser.
Voilà. Vous considérez-vous comme quelqu'un qui a de la réussite dans la vie? مسعود سؤال تسولت فيه في entretien. Je dis Anas. ما عرفتش ما نجاوب. Voilà. قال لك واش On va- السؤال اللي سولوني قال لي واش تعرف شي حد اللي فهمتي ناجح في هاد لازون اللي عندكم هنا، واش عندك شي حد في العائله اللي ناجح حتى هو في حياته؟ أها. جاوني لا كيسيون شويه بعادين على النطاق ديال لونتروتيان، ما بقيتش فهمت والو. لا ماشي بعاد نو ماشي بعاد. جو بونس هما غير باش يشوفوا كيفاش غادي نغياجي في لا كيسيون، داكشي اللي سولوني هكاك. ماشي حتى نو ماشي حتى لا réaction. حيت في la famille normalement on est toujours inspiré par des personnes qui ont eu la réussite de leur vie. Là tu penses est-ce que donc je vais vous redire la question. Est-ce que vous avez des gens de la famille qui ont eu de la réussite dans leur vie? Ah oui. D'accord. واش هاد les personnes ils ne vous ont pas influencé dans votre vie? واش ما كانش عندهم واحد الانفلونس كتقول فلان وصل وخدام ودار دونك moi aussi علاش لا؟ Pas forcément la famille. On peut être Oui, pas forcément inspiré la famille. de n'importe qui. لا ولكن les personnes de la famille تكون عندهم plus d'influence que les autres personnes. Donc il a وعندي في la famille فلان وفلان وفلان وفلان. C'est-à-dire que toi déjà راك tu es influencé. C'est-à-dire بحال راك موتيفي ديجا باش غادي تعطي لو ميور. Et tu es motivé pour donner, pour réussir dans ta vie. Oui. Tu vois maintenant d'abord la relation مع l'entretien. ما فكرتش في هذيك الطريقه بحال هكاك في الاول مع داك لو ستريس وكيفاش سولني لا كيسيون ما فهمت والو. دونك راه هذا هو الانتيغي ديال هاد لي سيونس. حنا ليسونسيال حنا كنحاولوا ما امكن نعطيو لونسومبل دي كيسيون كي بيف اتر بوزي اي كومون اون دوا ريبوندر. راه حتى هادشي هاد لا كيسيون ديال لي بوين فور ولي بوين فابل لا بلوبار دو طون ما كيعرفوش لي كونديدي يجاوبوا عليها. بالنسبه انا لي بوين فيبل اللي فاش كانوا سولوني نيت عليها انا ما عطيتهمش كوم دي بوين فيبل، هما يقدر واحد اخر يعتبرهم دي بوين فورت. بالنسبه لي انا حطيتهم كوم دي بوين فيبل. عطيني انس شنو قلتي لهم؟ قلت لي بحال تقريبا جو سوي تري اورغانيزي. Très organisé, الا كنت انا في الجوري عندك غنقول لك نو مسيو انس très organisé c'est un point fort. Donnez-moi un point faible. ما هيك فاش تقرا سوقي قال لك ما خصكش تعطيهم ان بوين فيبل اللي نيت نتاع عندك، هما تيبغيوها غير جو بونس غير على حساب البسيسيك ديالك باش يشوفوك انت واش واثق في راسك ولا لا. انس قول لي heureusement ما كنتش في الجوري ديالي. وي قول لي heureusement ما كاينش في الجوري ديالي. اكزاكتومون. مزيان شحال من حاجه نيت كنت غلط فيها دابا صح. Donc l'essentiel هو ان كاين دي بيرسون تيقول لك il faut transformer هاد لي بوين فور ديالهم سو فورم دو بوين فابل. وغير تحتي مع شي واحد في لو جوري اللي هو عارف ايوا نو مسيو سون دي بوين فور هادو لا عطيني ضروري تعطيني ان بوين فابل. يلا دونك لا مانيير لا بلو فاسيل هو ان بوين فابل اللي ما عندوش ريلاسيون افيك لو بوست. اكزاكتومون. داكور باش ما عاودش يسولك اصلا لا. Quelqu'un a voulu poser une question? Ikram, non? Bien oui, Am? Non. Non? D'accord. Donc, on était sur la question 8. Est-ce que vous considérez comme quelqu'un qui a eu de la réussite? Qu'est-ce que vous allez répondre? Oui ou non? Oui. Oui, bien sûr. Quelqu'un motivé. Non, c'est pas ça la question de motiver. À travers cette question-là. Non, la plupart du temps, quand on pose cette question-là, on l'a fait suivre par une autre question, c'est que on vous dit, si vous dites oui, j'ai de la réussite, on vous dit qu'est-ce
qui vous permet de dire que vous avez de la réussite dans votre vie. D'accord? Eh bien, je vais dire que d'après ce que je suis, d'après زعما بحال انا راني حيت معاكم دابا هنايا. Non, juste parce que je suis là. Oui, oui, c'est aussi un point. Ikram, Anas, جو بونس باش تقول لهم بلي راك ديجا انفلونسا من دي زوتر بيرسون اللي غادي لا. يخلوك انك تشوف حتى لقدام وغادي تانفلونسا وغادي non, Anas, attendez. tu as réussi. هنا Anas, هنا راه كاين deux questions. كاين deux questions. Quelle est la première question? Est-ce que vous avez quelqu'un qui a de la réussite dans sa vie, dans la famille? Bien. Quelle est la deuxième question? Vous, est-ce que vous vous considérez que vous êtes quelqu'un qui a de la réussite? Oui. Bien sûr, il faut répondre par oui. Bien. Normalement, exactement. Et par la suite, on va vous poser la question, qu'est-ce qui vous permet de dire que vous avez de la réussite dans votre vie? D'accord? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir de la réussite dans votre vie? تفكر انت تقول oui. ما كنسمعكش. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous avez de la réussite dans votre vie? D'accord? Oui. Il faut penser à tout ce que vous avez fait dans votre vie. Ton bac. J'ai eu mon bac, j'ai pu réussir ma licence, j'ai pu faire un master, j'ai pu décrocher un emploi, j'ai pu décrocher un stage, et aussi j'ai pu réussir et arriver jusqu'à devant vous pour cet entretien d'embauche. Pour moi, tout ça, ça fait de la réussite dans ma vie. Par la suite, vous valorisez ce que vous avez. D'après mes compétences professionnelles, mes formations et diplômes et ce que j'ai sur mon CV. Oui, c'est ça. Ce que vous avez sur votre CV, ce sont des réussites quand même. Donc, à travers cette question, on va chercher à voir est-ce que vous êtes quelqu'un vraiment qui valorise ce qu'il a réalisé dans sa vie. راح كاين اللي عنده دكتوراه وديك الدكتوراه كتبان له بحال هو شي حاجه عاديه. Non. Il faut toujours. Il a غير un bac, c'est quelque chose que j'ai pu réaliser dans ma vie et c'est une réussite. كيشوفك واش انت كتقنع بداكشي اللي كتكلي عندك ولا quelqu'un qui ne valorise rien. هذا هو l'intérêt ديال la question. Voilà. Parfois, si vous avez par exemple arrêté de travailler et que vous avez passé une période de chômage, on vous dit comment expliquez-vous votre longue période sans emploi. Là, vous pouvez répondre par le fait de dire que j'étais toujours à la recherche d'emploi et jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment trouvé un poste convenable à mes attentes. Parfois, que disent vos collègues de vous? Il faut toujours, bien sûr, se valoriser. Et il faut citer les qualités personnelles et qui peuvent influencer le jury à travers le fait que ces qualités aient une relation avec le poste. Oui, vous voulez dire quelque chose? Combien de... Oui. Par rapport d'abord كاين اللي باغ اكزومبل كيجلس اون اني ما كيقراش فيها وما يدير سميتو ماشي كان ديجا خدام وحبس يجاوبهم. D'accord. Donc, par exemple, pourquoi vous avez eu votre diplôme et vous avez passé une année sans avoir à trouver un emploi? Ou bien, qu'est-ce que vous avez fait durant cette année-là? L'essentiel, il ne faut pas dire que j'ai rien fait. Non. J'étais à la recherche d'un emploi. J'ai fait de l'auto-formation à la maison. J'ai essayé d'améliorer mon niveau en langue. Donc, l'essentiel, il faut trouver des réponses. Déjà, les choses, déjà. Il faut juste les voir et les trouver et les dire. Durant l'année, tu vas à la recherche d'emploi. غتكون كدير شي حاجه في الدار ما يمكنش ما تكون دير حتى شي حاجه
Donc, j'étais à la recherche d'emploi, j'étais en train de perfectionner mon niveau de langue, j'ai lu je lisais des articles, etc., sur mon domaine. Donc, je me préparais à intégrer le marché de l'emploi, tout simplement. Et vous êtes logique. Donc, que disent vos collègues de vous? Combien de temps vous voyez-vous travailler pour nous? Comment vous allez répondre à cette question? Combien de temps vous voyez-vous travailler pour nous? Jusqu'à la retraite. Oui, bien sûr, un maximum de temps possible. La retraite. Donc, Monsieur, oui, oui, parfois كيسولوا على la disponibilité. oui, la Monsieur, disponibilité. بالنسبة لشي واحد اللي كيكون ديجا خدام شنو يقدر يقول لهم؟ Donc, هنا بالنسبة للمسؤولين الخدام ديجا يكون sous contrat ياك وهذاك لو كونترا ديالو تكون فيها le préavis. Donc, Oui. ça dépend de votre préavis. واش هذا le préavis c'est 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Oui, monsieur. Donc, est-ce que parce que vous n'avez pas le droit de quitter votre travail sans préavis? Oui. Donc, là, il faut répondre suivant la clause du préavis que vous avez dans votre contrat. Pour ma disponibilité, monsieur, je suis disponible dans les plus brefs délais, sauf que je suis sous contrat avec une clause de préavis d'1 mois. Donc, si vous m'acceptez, je peux faire un préavis dès demain et je serai disponible après le mois de mon préavis. Ça fait. Vous voyez la réalité. Oui. C'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Donc, quel est votre style de management? Donc, il faut toujours répondre par oui. Okay. Donc là, votre style de management, c'est un style participatif, délégatif pour les personnes qui ont beaucoup de compétences. Aimez-vous travailler en équipe? Bien sûr. Quelle est votre philosophie au travail? C'est la collaboration, c'est l'entraide, c'est l'esprit d'équipe. C'est ça la philosophie normalement qui doit dominer dans une organisation. Quelle position préférez-vous dans une équipe de travail pour mener un projet? Donc, quelle position, c'est-à-dire, est-ce que vous préférez être membre de l'équipe ou bien chef d'équipe? Qu'est-ce que vous allez répondre? Chef d'équipe. Chef d'équipe ou membre d'équipe? Membre d'équipe? Membre d'équipe. باش تبين لي بلي عندك l'esprit d'équipe. مابقاش تكون شاف d'équipe, non? Ici, normalement, ولكن راه خاصك تكون كتفكر بعيد. Chef d'équipe باش تبين لي انك compétent. هنا باغي Compétent تمشي gérer لقدام. une équipe. d'accord. C'est Là, vraiment compétent. je vais vous donner la réponse. Là, normalement, il faut viser les deux. C'est-à-dire, si mon travail nécessite d'être membre de l'équipe, je n'ai pas de problème. Si mon travail nécessite de gérer une équipe, je n'ai pas de problème. C'est bon? Oui, c'est Donc c'est pas une question d'elle choisir وحده من les deux. Oui. Donc نزولهم بجوج وصافي. Qu'est-ce qui vous motive le plus, le salaire ou le poste? Les deux. Voilà, c'est ça, c'est les deux. Il ne faut pas penser à dire non, le salaire, ce n'est pas important. Il est aussi important. Il est autant important que le poste. Comment comptez-vous compenser votre manque d'expérience? Vous êtes quelqu'un de débutant, par exemple, dans un poste. Comment comptez-vous compenser votre manque d'expérience?
À travers quoi? Monsieur, j'ai pas compris la question. Vous êtes quelqu'un de débutant? Oui, est-ce que vous travaillez? Non, je travaille pas. D'accord. Donc, vous êtes considéré comme quelqu'un de débutant. Vous voulez, par exemple, travailler comme, par exemple, agent commercial. Vous n'avez pas d'expérience, bien sûr. Donc, comment vous allez compenser votre manque d'expérience? Comment vous allez vous trouver dans un milieu de travail où vous n'avez pas beaucoup d'expérience? Comment vous allez gérer la situation? Je vais être plus attentif et plus motivé je comprends facilement, par exemple. Oui. Encore, on peut ajouter que je suis quelqu'un de flexible, je suis quelqu'un de sociable, je vais tout le temps demander de l'aide auprès de mes collègues, je vais faire de l'auto-formation, il faut insister sur ça, Oui. de l'auto-formation pour réussir son poste. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Un chef d'équipe ou bien quelque chose qui est dans le poste supérieur. Où c'est le lieu? Bien sûr, il faut montrer que vous serez avec l'entreprise. À un certain moment, on a posé la question le nouveau recrue. D'ici 5 ans, je vais monter ma propre entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne Donc, il réponse? va pas rester avec. Non. Donc, il va Non. quitter. Bonne réponse. Oui. Voilà, une mauvaise réponse, c'est que vous cherchez juste à avoir de l'expérience, à avoir de l'argent et vous allez quitter. Donc, il faut montrer que vous serez toujours en relation à l'entreprise. Et par la suite, on pourrait vous poser, avez-vous des questions? Donc, il faut penser aux questions qu'on vient de voir tout à l'heure, si vous avez des questions, etc. Voilà, l'entretien d'embauche. Comment se vendre en 2 minutes? Je suis Yves Gauthier, coach en communication. Dans cette vidéo rapide, je vais vous montrer 2 choses. Premièrement, l'erreur de base et deuxièmement, un exemple d'une personne qui se vend en 2 minutes pour décrocher un emploi. Alors l'erreur de base, quand on vous dit en entretien d'embauche, présentez-vous, c'est de réciter son CV. Je suis Paul Martin, marié, 3 enfants, j'ai commencé ma carrière en 1990 en faisant ceci, blablabla, et je déballe l'ensemble de ma carrière et de ma vie. Le problème, c'est que devant cette masse d'informations, le recruteur est souvent perdu et il ne sait pas extraire les éléments qui vraiment seraient pertinents pour lui. Donc le conseil général, c'est ne racontez pas votre CV, il faut apporter autre chose, il faut apporter une synthèse. Et cette synthèse, on peut la présenter autour de 3 points forts, 3 axes, 3 piliers. Prenons un exemple pour une assistante de direction. Présentez-vous. Bonjour, je suis Sandrine Leduc, assistante de direction bilingue. Ma compétence repose sur 3 piliers. Un pilier métier, j'ai un BTS secrétariat et comptabilité que j'ai complété avec une licence d'anglais. Ensuite, j'ai travaillé plus de 16 ans dans différentes entreprises, notamment dans le secteur automobile et agricole, à la fois des PME et des grosses entreprises, puisque la dernière comptait 1700 employés. Donc, je maîtrise l'ensemble des tâches classiques de secrétariat, le reporting, le rôle d'interface, la communication, tout le côté classique du métier, ce sont des choses que je maîtrise. Deuxième pilier de ma compétence, c'est une spécialisation sur tout ce qui est organisation d'événements, organisation d'assemblées générales, de forums, de conventions. C'est quelque chose que j'ai développé dans mes précédents postes. J'ai organisé des manifestations qui comptaient jusqu'à 1200 participants à l'occasion d'une assemblée générale. Je me sens à l'aise quand il faut organiser, c'est-à-dire à la fois avoir une vision d'ensemble et puis faire attention aux petits détails qui vont faire que cette manifestation est un succès. Troisième aspect, c'est peut-être un petit peu plus original, c'est il y a dans mon profil une sensibilité
commercial. Hein. Donc, en tant qu'assistante de direction, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai toujours l'occasion d'exprimer, mais je suis à l'aise dans les relations de vente et j'aime bien intervenir en tant que support, hein, en tant qu'adjoint, en tant que bras droit pour la vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, le manager qui me fait confiance, c'est que j'ai cette sensibilité commerciale et donc je vais préparer les dossiers, les documents, en ayant toujours cette idée-là en tête, c'est comment vendre, comment séduire le client. Donc voilà les 3 piliers de ma compétence qui font qu'aujourd'hui, je me sens tout à fait à la hauteur des missions que vous proposez. Alors, on est peut-être un petit peu plus de 2 minutes, hein, on est peut-être à 2 minutes, 2 minutes 30, il faudrait vérifier. Mais voyez, des points clés, des choses qui soient illustrées et dans lesquelles le recruteur puisse se dire bah, tiens, ça m'intéresse, vous parlez d'organisation, vous pouvez développer. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une présentation synthétique. Je sais qu'en tant que coach, j'ai des gens qui m'ont dit Monsieur Gauthier, j'ai testé cette présentation sur 3 piliers ou sur 3 aspects et je suis passé devant 5, 10, 15, 20 autres candidats. Pourquoi? Parce que le recruteur mélange hein, les présentations chronologiques de Pierre, Paul, Jacques, tout ça se mélange dans sa tête, alors qu'une présentation vraiment centrée sur les points clés, centrée sur les principaux apports qu'un candidat peut amener à l'entreprise, tout de suite, ça vous différencie. Voilà, je suis Yves Gauthier, coach en entretien d'embauche et de motivation. Pour plus de ressources, comment... Donc là, donc je termine par un récapitulatif de cette séance-là. C'est que 3 parties, bien 3 étapes par lesquelles passe un entretien d'embauche et qui sont très importantes. C'est la présentation, la motivation et le côté technique. Donc, il faut préparer sa présentation, il faut préparer d'être motivé et d'exprimer sa motivation. Et en fait, il faut aussi se préparer au poste à travers l'ensemble des tâches professionnelles à exercer dans votre poste et qu'il faut les maîtriser. Donc aussi, n'oubliez pas que bien se préparer, c'est réussir parce que tout se prépare dans la vie en général. Voilà, je viens de terminer, donc voilà, ici je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.